Donc dans ce tutoriel vidéo pour les statistiques au laboratoire, on va partir sur la situation en phytochimie. Chaque situation proposée a en fait un fonctionnement similaire et utilise les mêmes statistiques. Donc ça change pas grand-chose à part les données et forcément peut-être les résultats. Donc ici on a une série de manipulations, macération, filtration, concentration. Et à la suite de cette série, il y a plusieurs extraits de la même plante qui ont été obtenus. Et vous êtes chargé d'exploiter ces résultats pour évaluer la cohérence des données et comparer les lots extraits entre eux. Et là, si on descend, on a les deux lots. Donc, il y en a un qui est obtenu par macération à température ambiante et l'autre à température contrôlée. Donc, il y a le fichier Excel correspondant qui est disponible sur le Classroom, qui est le suivant. Et la première chose à faire, c'est effectivement de partir de la solution de référence avec la concentration et l'absorbance, en faire une droite d'étalonnage, sortir l'équation de la droite et utiliser cette équation pour obtenir la concentration des mesures par rapport à l'absorbance enfin des données par rapport à l'absorbance qu'on a mesurée. Donc ça, c'est la première étape à faire dans chaque situation. Et c'est vrai que pour, euh, pour les autres situations, c'était peut-être moins clair. Voilà, ici en fait, on a signal biologique, niveau de référence signal biologique. C'est vrai que c'était pas clair. Donc là, pareil, l'idée c'est de faire une droite d'étalonnage et ensuite, avec l'équation, en tirer la concentration par rapport à l'absorbance, hein. Le signal biologique, c'est l'absorbance au final. Ok, donc ici, on va commencer par tracer notre droite dans, avec là, un nuage de points, insérer un graphique en nuage de points. Et puis, on va venir tracer la courbe de tendance dessus. Donc sur Mac, c'est différent que sur Windows. On a donc sur Windows, faites un clic droit et puis où il y a le petit plus en haut à droite qui affiche les options dont la courbe de tendance. Ici sur Mac, j'ai ma courbe de tendance ici notamment. Donc là, on fait une courbe de tendance linéaire parce que c'est ce qui explique le mieux les données. Et puis, on va venir sélectionner notre droite et afficher l'équation sur le graphique ainsi que le coefficient de détermination R carré. Là, pour la partie théorie, donc j'ai rajouté ici une feuille avec la partie théorie, on se situe ici, hein. Donc là, vous avez les différentes explications théoriques. Voilà, on a l'équation y est égal à x plus b où a c'est la pente, b c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, voilà l'équation avec le x qui est égal à y moins b divisé par a. Donc je sais que pour faire mon calcul ici de la concentration, je vais faire y, entre parenthèses, y moins b divisé par, fermez la parenthèse, divisé par a, mais là le problème c'est que j'ai pas b et a, donc je pourrais les prendre, les taper à la main en les prenant du graphique, mais nous on a vu en cours qu'on ne veut pas faire ça comme ça et qu'on veut calculer la pente et l'ordonnée, bon, je vais laisser juste ordonnée, mais c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on a une équation pour la pente, les y connus et les x connus. Alors là, si on se perd et on ne sait pas lesquels sont quoi, ce qui est toujours mon cas, eh bien on le fait et puis après on compare juste avec le résultat de la droite. Donc je vois que là j'ai 0,017 et ça a l'air bon par rapport à ce qui est affiché sur le graphique. L'ordonnée à l'origine, c'est vrai que si c'est assez logique dans le sens où là c'est les dizaines, hein, donc de concentration et c'est ce qu'on a en x ici. Donc les y c'est l'absorbance. Voilà, puis il me demande de commencer par les y connus, donc c'est pour ça en fait, on va inverser souvent parce qu'on va commencer à gauche et selon comment on a mis nos données, ça peut poser un problème. Mais là on voit qu'on a les bonnes valeurs si on compare à l'équation sur la droite. Et encore, autre chose qu'on va calculer, c'est notre R carré, donc c'est le coefficient de détermination si je ne me trompe pas. Pareil, il me demande les y et mes x.
Voilà. Et je vais peut-être diminuer un tout petit peu le nombre de chiffres significatifs. Donc là, si on reprend juste dans la théorie, question de détermination, notre R carré, s'il est plus grand que 0,9, bah, c'est que le modèle est vraiment, explique bien les données. Donc ça pourrait être intéressant ensuite de l'utiliser dans notre conclusion. Super. Donc on a ça. Maintenant, on peut calculer nos concentrations. Donc c'est Y, entre parenthèses, Y moins AX, c'est la pente. Donc A divisé par B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc là, j'ai mes concentrations. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai généralisé? Eh ben, comme j'ai pas bloqué les valeurs avec les petits dollars, ça m'a posé un petit souci. Donc ça, c'est quelque chose qui sera aussi évalué, hein, votre capacité à appliquer la généralisation en bloquant des valeurs. Je veux faire dollar ici, donc je fais F4 pour pas m'embêter. Bon là, dans notre cas, on pourrait bloquer seulement les lignes, et ça fonctionnerait. Et je vais copier ça à côté. Tout s'est déplacé correctement. On est bon. Et nous, on va baser maintenant tous nos calculs statistiques sur ces données ici. Donc ensuite, ce qu'on veut faire, c'est bon, la moyenne, l'écart type, etc. Mais avant ça, c'est éliminer les valeurs aberrantes. Pour détecter les valeurs aberrantes, on a utilisé le test de Dickson. Il y a d'autres choses qui existent. Nous, on fait celui-ci. Et pour ça, si on va dans la théorie, on voit que le test de Dickson, il y a le fait de, en fait, les valeurs aberrantes se situeront toujours dans les extrêmes, plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'on va prendre les deux valeurs les plus grandes et les deux valeurs les plus petites, et puis les comparer avec l'étendue, c'est-à-dire la, l'écart total entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande, ce qui nous donnera un ordre de grandeur, et on le comparera ensuite avec une valeur théorique, et c'est là où on pourra dire, ah bah tiens, toi on t'élimine, ou toi on ne t'élimine pas. La valeur théorique, donc là c'est ce qu'on explique ici, la valeur contenue dans une table, hein, ici, et ça dépend du nombre d'échantillons et de la probabilité choisie. À noter que le x plus ou moins 2s, on ne le fait pas, mais c'est vrai que ce serait une étape à faire avant le test de Dickson. Ça nous donne déjà un ordre de... En fait, si on n'élimine pas avec x plus ou moins 2s, eh ben on est bon. Si on trouve des valeurs suspectes, eh ben à ce moment-là, on fait Dickson. Moi, là, moi, je vous enseigne à faire Dickson dans tous les cas, parce qu'au moins, on est sûr comme ça. Alors, pour faire Dickson, bon, je ne vais pas m'embêter à tout réécrire. En fait, ce que je vais faire, et c'est ce que vous pouvez faire dans les vals, c'est que je vais récupérer les données d'un autre fichier Excel. J'ai ici toute la partie détermination d'aberrants. Alors, dans mon cas, je ne vais pas prendre les calculs parce qu'on va quand même les faire, comme ça sera bien, mais vous pourriez tout à fait prendre les calculs là, puis après les adapter, hein. Donc je copie tout ça. Donc je vais faire tout ça pour la première, le premier lot, et puis ensuite on généralisera pour le deuxième lot après. Le max, donc là on a une fonction qui s'appelle max, qui nous permet de tirer la valeur max d'une plage de données. On a une fonction aussi pour le deuxième max qui s'appelle grande valeur, qui permet de récupérer la deuxième valeur la plus grande, ou plutôt la xème valeur la plus grande. Là, dans la fonction, on nous demande une matrice, bon, c'est une plage, et puis après on demande un k, un facteur k, qui est en fait la position de la xème ou la kim plus grande valeur qu'on veut. Là, c'est la deuxième pour le coup. Donc il va me sortir la deuxième plus grande valeur de la plage. Ensuite, bah, min, on a min, pardon, min. On pourrait tout à fait le faire avec petite valeur, hein, en prenant la première petite valeur, ça reviendrait au même. Et là, on a la petite valeur qui permet de sélectionner la deuxième plus petite de la plage ici. Il y a un souci. Ou bien il y a deux. Non, il n'y a pas de souci. C'est deux valeurs qui sont identiques, hein.
Ça, dans les vals, bien sûr, vous pouvez le faire à l'œil. Il n'y a pas beaucoup de données, c'est assez simple de voir lesquelles sont les plus grandes, lesquelles sont les plus petites. Mais dans les vals, moi, je m'attends à ce que vous utilisiez des fonctions. L'étendue, si je vais dans la théorie, l'étendue, c'est donc le W ici. Donc notre W, c'est notre min moins notre max, ou notre max moins notre min plutôt. Donc on va prendre le max moins le min. Donc on a l'étendue des valeurs de nos mesures. X plus 2S, X moins 2S, on ne le fait pas. Et là, ensuite, on nous demande le D, qui sont les suspects max et min. Le D, c'est l'intervalle entre le min et le deuxième min, et le max et le deuxième max. Donc c'est le max moins le deuxième max, et c'est le min moins le deuxième min. Alors, dans le cas du min moins deuxième min, si mon, en fait, mon deuxième min, logiquement, il peut être plus petit, hein. Par exemple, c'est 51, mettons. Il serait plus grand, pardon. Voilà, il serait plus grand. Mon deuxième min, il pourrait être plus grand que, enfin, il devrait être plus grand que mon. Là, ils sont égalité, mais voilà. Donc, si c'était 52, on aurait une valeur négative ici. Donc, là, c'est un souci. Donc, soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire le deuxième min moins le min, ça donne la même valeur, mais en positif. Ou alors, vous faites une valeur absolue. Donc, toujours le min moins le deuxième min, mais dedans, vous mettez une fonction abs pour la valeur absolue. Ok. Dans ce cas-là, on s'en fiche parce que c'est la même valeur. Donc ça donne 0. Ok, maintenant le Q calculé max. Dans la théorie, le Q calculé, c'est D sur W. Donc c'est le suspect sur l'étendue. Alors j'ai un Q calc max, un Q calc min. Donc un Q calculé max, je vais prendre le suspect max divisé par l'étendue, qui elle est toujours la même. Ensuite, pour le min, on prend le suspect min divisé par l'étendue. Et le Q théorique, il se trouve dans une table. Hein, si on revient dans la théorie, là, je l'ai ici. On peut tout à fait trouver ça en faisant une recherche sur le web. Hein. Nous, on a besoin de deux données, c'est le nombre de valeurs et puis la précision attendue. Donc, en termes de nombre de valeurs, on a 6 valeurs. Et en termes de précision, par contre, c'est quelque chose qui n'a pas été spécifié. Donc ça, je vous le spécifierai dans l'énoncé de l'évaluation parce que c'est un oubli de ma part de ne pas l'avoir mis. Mais on va partir soit sur 90, soit 95%. Ce qui fait que ici, on va prendre 95% pour 6 mesures, on a 0,625. Donc le Q théorique ici, c'est 0,625. Je suis sur Mac, donc c'est des virgules que je mets. Et maintenant, je fais ma décision pour savoir si on élimine une valeur dans le max ou une valeur dans le min, enfin la valeur max ou la valeur min. Pour ça, eh bien, je compare le max avec la décision, pardon, avec le Q théorique, et le min avec le Q théorique. Si on est au-dessus, on écarte la valeur, on la considère comme aberrante. Pour ça, dans l'évaluation, je vous demanderai d'automatiser le rejet avec une condition. Si je tire vers le bas, alors là, ça va décaler le Q théorique, donc je vais le bloquer. Voilà. Par contre, le QCalc max, je veux qu'il descende pour qu'il prenne le QCalc min. On est en dessous de 0,625, donc effectivement, on ne va pas le rejeter. On se décale. Non, on se décale rien du tout, en fait, là, il n'y a pas besoin. Ok, donc maintenant, on a nos informations ici. Eh bien, on va appliquer tout ça à l'autre lot. On va juste vérifier que ça a l'air bon. On prend bien le calque maximum avec... là, il y a un souci. Enfin, en fait, ça n'a pas un souci parce qu'on l'a bloqué. Si j'avais voulu
que mon copier-coller, il décale correctement la référence au Q théorique. Il aurait fallu que je bloque uniquement la ligne. Et donc, j'aurais dû mettre un dollar uniquement devant le 30 ici. Comme ça, je vais faire pareil là. Comme ça, si je refais mon copier-coller juste pour ça, eh bien, on a bien décalé cette fois la référence. Alors bon, la référence théorique, le Q théorique ne bouge pas, donc ça change rien, mais c'est juste pour que ce soit propre. Voilà. Donc là, ce qu'on ferait, maintenant, on va pouvoir dérouler les statistiques un peu standards, parce qu'on a identifié s'il y avait des valeurs aberrantes ou non. Et dans le cas où on a un rejet, euh, on pourrait le virer directement ici, hein. Mais pour le coup, si je vire, donc c'est le max hein, qu'on rejette, et le max, bah, c'est 100. Donc, si je le vire, ça va effectivement changer mes stats. Et puis, bon, ce qui est pratique, c'est vrai, c'est que ça se met à jour automatiquement. Donc, je pourrais tout à fait le virer comme ça, et puis refaire mes calculs en dessous. Moi, je vais plutôt faire une copie de mes valeurs. C'est vous qui choisissez après ce que vous préférez. Et je vais refaire les calculs maintenant avec mes valeurs comme ça, en éliminant les valeurs aberrantes. Donc là, c'est celle-ci. Voilà. Euh, donc ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est nos stats un peu standards avec, voilà, si on se remet dans la théorie moyenne, écart type, coefficient de variation et intervalle de confiance. Pour ça, eh bien, je peux reprendre un autre fichier que j'ai fait pour venir copier-coller les infos. Donc la moyenne, c'est la fonction moyenne. La médiane, écart type. Ensuite, le coefficient de variation, là, il faut le calculer. Et puis, si on reprend la théorie, c'est S, donc l'écart type fois 100 divisé par la moyenne. On pourrait aussi, si on voulait vraiment avoir le format pourcentage, ne pas mettre les fois 100 et passer ça au format pourcentage. Ensuite, en termes de nombre d'analyses, alors là, moi j'aimerais aussi que vous sachiez faire un NB, c'est très basique, mais puis vous me direz que le nombre de valeurs, c'est pas très compliqué, mais on va quand même l'utiliser. Donc là, il compte combien il y a de valeurs. Le NB, il compte uniquement les nombres et ne fonctionne pas avec les textes, à l'inverse d'un NBC qui lui compte aussi les textes. Donc là, il me dit, il y a bien 5 valeurs. Là, ça fait peut-être pas de sens d'avoir des virgules. Et puis, on va faire un petit diagnostic pour la précision. Donc, comme les valeurs sont comparables entre le lot A et le lot B, c'est-à-dire c'est les mêmes échelles de grandeur, euh, les mêmes unités, eh bien, je vais pouvoir comparer l'écart type. Sinon, il aurait plutôt fallu passer par le coefficient de variation qui ramène ça en pourcentage. Donc là, je vais juste appliquer ça à côté. Donc là, on est bien à 6 pour l'autre lot, on est tout bon. Donc on va comparer les deux et on va dire que si lui, avec une fonction si toi tu es plus petit que l'autre au niveau d'écart type, c'est que l'eau A plus précis. Sinon, l'eau B plus précis. Donc voilà, avec l'écart type, on peut définir ça. L'intervalle de confiance, c'est intervalle confiance student. Ok. Donc là, on veut alpha écart type taille. Donc l'alpha, c'est notre pourcentage d'erreur accepté. Et donc comme on a 95% de qu'on veut 95% de fiabilité, eh bien c'est 5% d'erreur acceptée, ce qui fait 0,05 pour l'alpha. L'écart type, eh bien, il est là. Voilà. On a la taille ici. Et pas content parce que c'est une virgule. Voilà. Donc dans ce cas, on pourrait aussi dire que
Donc là, ça veut dire que la prochaine mesure du lot A aurait 95% de chance d'être contenue entre 53,030, donc la moyenne, plus ou moins l'intervalle de confiance. Et pareil, ici, la prochaine mesure du lot B serait contenue entre 58,63 plus ou moins 1,73. Donc on voit que l'intervalle de confiance ici, il est plus faible au niveau du lot B, alors que le lot A est quand même plus précis par rapport à son écart type. Très bien, on continue. Il nous reste la comparaison de moyenne, donc qui est un autre outil statistique qu'on a vu en cours. Donc si je viens dans la théorie, pour la comparaison de deux moyennes, on a cette équation ici où on calcule l'estimateur qu'on va comparer avec une valeur théorique, qui est un estimateur théorique qui se base, qui est le coefficient de student, le T. Là, on dit T correspond à une probabilité de 95% que V soit égal à... Ok. Donc, on a notre moyenne 1 moins notre moyenne 2 divisé par la racine carrée de notre écart type 1 au carré divisé par le nombre d'échantillons. Et là, on ne fait pas le n-1, par contre, on le fera dans la formule pour la fonction pour trouver l'estimateur pour student. Je vais faire une petite capture d'écran de ça, ce sera plus pratique de la voir. Et on a moyenne 1 moins moyenne 2. Tout ça, je le mets entre parenthèses. Divisé par, on va remettre des... Ouais, je crois que je peux mettre carré. Non, racine. Ça marche ça? Non, c'est pas... Oui, c'est racine. Si je fais une racine de... Voilà, là ça devrait le faire. Racine de... Donc, écart type, c'est lui. Écart type 1 qui est au carré. Donc, on a une fonction carré aussi, mais on peut faire sinon chapeau 2. Divisé par le nombre de mesures 1. Et effectivement, là, si je mets, ça va pas le faire, je remets une parenthèse ici, plus la même chose, donc voilà, écart type 2 au carré, divisé par le nombre de mesures. Pareil, je dois mettre ça, mettre les parenthèses, on ferme la parenthèse de la racine, et là, normalement, on a notre E calculé. Donc on obtient moins 5,8 et si on a une valeur négative, il faut la passer en valeur absolue parce qu'on s'en fiche que ce soit négatif ou positif. Nous on veut voir vraiment la valeur absolue. Donc on va mettre tout ça en absolu. Ok. Et c'est une seule valeur. Je pourrais tout à fait la fusionner. Et on a un E théorique. Alors là, le E théorique, eh bien, c'est le coefficient de student. Donc si on va chercher loi student inverse bilatérale, notre fameuse probabilité de 0,05 avec nos degrés de liberté. Et donc cette fois, c'est le nombre de mesures N1, donc nombre d'analyses moins 1, plus N2 moins 1, si je ne me trompe pas. Ça, c'est notre E théorique que je vais fusionner aussi ici. Et pareil, voilà. Donc, juste pour revoir dans la théorie, c'est bien N1 moins 1 plus N2 moins 1. Et si on veut comparer les deux, donc on va dire, est-ce que les moyennes sont statistiquement identiques? Si le E calculé est plus petit, alors on peut dire qu'elles sont statistiquement identiques. Donc là, si toi, tu es plus petit que toi, alors statistiquement identique, moyenne avec un S. Sinon, c'est pas le cas. Je ne mets pas, je vais m'embêter. Voilà.
moyenne non statistiquement identique. Donc voilà, on arrive à une comparaison de moyennes qui ne sont pas statistiquement identiques parce que notre estimateur calculé est plus élevé que le théorique. Et voilà, on a fait toute notre série de calculs de statistiques. Maintenant, pour terminer cette affaire, il faut faire une conclusion. Alors, comme on en a parlé en cours, on l'a pas vraiment travaillé, enfin on n'a pas du tout travaillé la conclusion, donc c'est vrai que c'est dur pour moi de vous évaluer là-dessus, d'autant plus que bah, mes compétences en statistique sont, voilà, trop limitées pour pouvoir vraiment vous évaluer là-dessus. Ce que j'aimerais par contre, c'est que vous essayez de vous prononcer, que ce soit juste ou faux, c'est pas grave en soi. J'aimerais que vous essayez de vous prononcer sur bah, les résultats de ces statistiques par rapport aux valeurs obtenues, aux valeurs clés. Donc là, les points clés sont le R carré. On a ensuite ben, la détermination des aberrants. De nouveau, c'est à vous de dire par rapport à vos pratiques en laboratoire, est-ce que c'est grave d'avoir des valeurs qu'on rejette ou est-ce que c'est pas grave? Et peut-être aussi bah, par rapport à l'énoncé que je vous donnerai, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de voir si c'est un labo qui est fiable ou pas fiable? Est-ce que on cherche autre chose? Et puis dans le cas où c'est pas un problème d'avoir des valeurs rejetées, bah, on dit juste que c'est pas un souci. Mais si ça pose problème, bah, on le mentionne aussi. Ensuite, ici, on se baserait sur la précision liée à l'écart type et à l'intervalle de confiance. Et puis finalement, on aurait le résultat des moyennes statistiquement non identiques. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est donner ça à l'IA. Parce que bon, vous aurez aussi le droit de l'IA. Maintenant, si je vois que c'est un copier-coller de l'IA, ça c'est pas bien. Mais par contre, on peut tout à fait s'aider pour avoir un ordre de grandeur. Donc voilà ce que j'ai obtenu euh, avec l'IA. Donc ici, il me dit que les analyses réalisées sur les extraits de notre médicinal ont permis d'estimer la teneur en principe actif des deux lots étudiés. La droite d'étalonnage présente une excellente linéarité R carré, donc là il a bien détecté le R carré, ce qui confirme la fiabilité de la relation entre l'absorbance et la concentration. Donc la concentration calculée peut donc être considérée comme valide. L'analyse des valeurs aberrantes met en évidence pour le lot A la présence d'un échantillon aberrant qui a été rejeté. Aucun rejet n'est nécessaire pour le lot B, indiquant une meilleure homogénéité globale des résultats pour ce lot. Sur le plan de la reproductibilité, les deux lots présentent des coefficients de variation faibles, traduisant une bonne précision. Le lot A est légèrement plus précis avec un écart type et un intervalle de confiance de Suzanne plus faible. Tac tac. Plus faible pour le lot. Voilà, 1,815, 1,131. On va voir s'il n'a pas dit de bêtises. Non, ici, il a bien récupéré les bonnes valeurs. Ouais. Ce qui indique une dispersion des résultats légèrement moindre. En revanche, la comparaison statistique des moyennes montre que la valeur E calculée est supérieure à E théorique, ce qui conduit à conclure que les moyennes des deux lots ne sont pas statistiquement identiques. Le lot B présente une concentration moyenne plus élevée en principe actif que le lot A. En conclusion, les deux méthodes permettent d'obtenir des extraits reproductibles et fiables. Toutefois, la macération à température contrôlée conduit à une teneur moyenne en principe actif significativement plus élevée, tandis que la macération à température ambiante offre une précision légèrement supérieure, mais une plus grande sensibilité aux valeurs aberrantes. Ces résultats suggèrent que le contrôle de la température influence positivement l'efficacité de l'extraction du principe actif. Alors, bon, là, je vous laisserai, vous, avec vos compétences, essayer de comprendre ça. Bien entendu, donc comme je l'ai dit, vous, dans le cas de la conclusion, il ne faut pas me faire un pavé pareil, hein. Par contre, les points à prendre en compte, vous voyez lesquels c'est. Et il faudrait différencier entre, ok, nous on fait des statistiques pour dire si nos mesures sur les lots sont fiables, et de dire bah, quel est le lot qui apporte la meilleure concentration ou la meilleure teneur. C'est pas parce qu'on a fait potentiellement des erreurs dans les mesures ou voilà, qu'on a mesuré ça différemment que ça dit quelque chose sur la méthode
utilisées. Donc c'est la température ambiante et celle avec une température contrôlée, je crois. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait voir aussi euh, lors de la conclusion. Voilà.